Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Notre maison brûle. We are in the beginning of a mass extinction. Au gouvernement, on écoute vos revendications. À titre personnel, je me fous complètement de l'écologie, ça ne m'intéresse pas. T'as déjà fait un tri pas sélectif? Notre pays porte en matière d'environnement une forte ambition, qu'atteste la charte de l'environnement à valeur constitutionnelle. All you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. C'est une force de la nature. Il a grandi sur la banquise viking, il a été élevé par des ours polaires. Je suis un humain, donc je suis biodégradable. Voilà, je suis écolo. How dare you! Et ce sont les vraies voix responsables aujourd'hui. 0826 300 300. Vous voulez nous parler et débattre avec nous, avec nos invités. François Labey est avec nous, président du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne et vigneron à Clos-Vougeot. Bonjour François Labey. Bonjour. Bonjour. Deux autres invités, Olivier Morin, président de l'IGP Agneau de Lozère, éleveur de brebis transhumante, et Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales et producteur de céréales dans le Loir-et-Cher. Est-ce que tout le monde est là? Bonjour Jean-François Loiseau. Et on attend Olivier Morin qui va être calé d'une seconde à l'autre, mais parfois il y a des problèmes de liaison. Alors vous savez, lui il est dans la Lozère, parce que là on va un peu partout en France, Clos-Vougeot en Bourgogne, Lozère en Occitanie, et là en région centre avec Jean-François Loiseau dans le Loir-et-Cher. On va parler des agriculteurs, parce que ma chère Cécile, vous ne direz pas le contraire, on aime nos agriculteurs sur Sud Radio, et on va prendre la température pas météo bien évidemment, voir quel est l'état d'esprit des agriculteurs français en cette année exceptionnelle de sécheresse, de restrictions d'eau, de guerre en Ukraine. On va parler des prix des engrais par exemple qui ont explosé, le cours des céréales qui augmente, les récoltes de foin qui baissent avec la canicule. Les pénuries de saisonniers. Absolument, de saisonniers. Il y a plein de choses à dire. Alors on va commencer par prendre le moral de nos agriculteurs on va commencer avec vous, Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales et producteur de céréales dans le Loir-et-Cher. Comment vont les céréaliers que vous représentez? Bonjour, merci pour l'invitation. Les céréaliers, aujourd'hui, sont quand même perturbés, et je ne veux pas être négatif, parce que la production de céréales dépend bien entendu de techniques, elle dépend aussi de phénomènes climatiques. Et franchement, depuis l'année dernière, c'est-à-dire en fait depuis l'été 2021, il y a une succession d'événements climatiques qui ont énormément perturber les cycles un peu végétatifs de toutes les productions végétales, du reste, des céréales en particulier. Et nous savons que depuis le 24 février, la guerre en Ukraine a créé un traumatisme à la fois pour la production agricole, mais surtout pour toute la chaîne alimentaire. Et d'ailleurs, y compris chez nos clients consommateurs, qu'ils soient en France ou à l'international. Et on se retrouve aujourd'hui avec un paradoxe incroyable, c'est que finalement, le prix des céréales, il a beaucoup monté, il est redescendu, puisqu'il a baissé quasiment de 25% de sa valeur là depuis 3 semaines à mois. Et en même temps, le prix des engrais, c'est très important pour faire de la qualité, de la protéine. Le prix des engrais, lui, était multiplié par 4. Parce que la dépendance de la France est extrêmement importante, notamment au gaz russe. Restez avec nous. François Labey est avec nous, président du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Les vins de Bourgogne, ça donne le moral en général. Les vignerons à Clos-Vougeot. François Labey, est-ce que finalement, les aléas, les épisodes climatiques, on sait que les vignes ont énormément souffert. Est-ce que vous pouvez nous faire un bilan aujourd'hui? On sait que les récoltes sont décalées. On a l'impression que tout se modifie un petit peu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, certainement. Le dérèglement, nous le subissons comme tous les agriculteurs français. Il était d'usage, il y a une vingtaine d'années, de commencer les vendanges aux alentours du 20 ou du 25 septembre. Et aujourd'hui, c'est plutôt autour du 25 août pour les plus précoces. Bon, c'est quelque chose que nous remarquons, qui n'est pas vraiment négatif parce que, comme de nombreux vignobles septentrionaux, le dérèglement climatique a profité à la Bourgogne. Il est plus facile de vinifier et de faire des bons vins avec des raisins mûrs, ce qui est le cas aujourd'hui, qu'avec des raisins qui le sont moins, ce qui était le cas au siècle dernier. Voilà. Mais la vigne...
Elle a des capacités d'adaptation fantastiques. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes en recherche au niveau Bourgogne, mais aussi au niveau France, sur des porte-greffes plus résistants. Nous avons un plan qui s'appelle le plan national de la lutte contre le dépérissement de la vigne, qui est en train enfin, du moins dans les travaux, sont en train d'avancer grandement parce que tout le monde en a besoin du nord au sud. Est-ce que sur le goût finalement du vin, certains disent que finalement des grosses chaleurs font parfois des vins extraordinaires? Alors, je pense qu'aujourd'hui, la qualité des raisins que nous récoltons, alliée à une technique qui est maîtrisée totalement, c'est-à-dire vinification maîtrisée totalement, effectivement permettent de faire des vins sans défaut, à l'évidence, ce qui est important. Ça met en bouche. Voilà, et qui ont des capacités de vieillissement pour les grands amateurs, des capacités de vieillissement qui n'ont pas d'égal, même avec les grands millésimes du siècle dernier. Eh ben, vous savez quoi, on va partir en Lozère. Ah oui, Olivier Morin, vous êtes président de l'IGP, Institut géographique protégé Agneaux-de-Lozère. C'est la plus petite IGP de France. Alors vous avez entendu... Et efficace. Et efficace. Chez les céréaliers, c'est coup-ci, coup-ça. Les viticulteurs ont le moral, mais là, c'est normal. Comment c'est pour les producteurs ovins et les producteurs de bétail en général? Bonjour Olivier Morin. Bonjour Olivier Morin, autant pour moi. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, ben c'est plutôt une bonne nouvelle. On a un peu galéré pour vous rejoindre. Donc oui, écoutez, nous l'élevage lozérien, mais pas simplement l'élevage lozérien, l'élevage du Massif central et de la France en général a connu quand même une année 2022 assez terrible. Avec notamment une sécheresse, tout simplement, comme tout le monde l'a pu le ressentir, une pluviométrie à la baisse, de fortes chaleurs tout le mois de juin, juillet et août, et ça continue encore en ce début, on approche le début septembre et c'est quand même assez chaud. Les récoltes en fourrage sur nos montagnes de Lozère ont été très 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 mauvaises. C'est la pire année depuis 2011, donc ça fait 10 ans qu'on n'a pas connu pareille sécheresse. Pour info et pour faire court, les récoltes en foin ou en fourrage de première coupe, c'est moins 70%. Ça va de moins 50 à moins 70% pour les secteurs les plus touchés, ce qui est énorme. Et les récoltes de céréales, parce qu'on fait quand même tous un petit peu de céréales pour nos animaux. Le foin pour nourrir le bétail. Hein. Oui, c'est le foin. Oui, c'est le foin pour nourrir le bétail d'hiver. Et bien évidemment, il en manque déjà 70% là, avant même d'attaquer l'hiver. Et en récolte de céréales, parce qu'on en fait un tout petit peu pour l'alimentation de nos animaux, que ce soit en brebis, en bovin ou autre, et on est à, pareil, entre moins 50 et moins 70% cette année. Donc c'est une très très mauvaise année pour l'agriculture, couplée en plus à l'explosion des charges depuis la guerre en Ukraine, pour faire court. 100% d'augmentation pour le gasoil non routier qui permet de faire tourner nos tracteurs. Les engrais, même si on en utilise quand même très peu, c'est passé de 300 € tonne à 800 € tonne, voilà, etc., etc. Donc c'est une année très compliquée. Ce qui veut dire, Olivier Morin, c'est que là, ça va être compliqué pour nourrir le bétail. Ça veut dire que vous allez devoir acheter à l'extérieur? À titre personnel, moi, notre exploitation, on s'en sort relativement bien parce ça fait 20 ans que je travaille à une autonomie fourragère et à une autonomie de pâturage. C'est-à-dire que grosso modo, on a augmenté nos surfaces pour pallier à ces sécheresses à répétition. Donc on a pu stocker un tout petit peu l'année dernière qui avait été relativement bonne. Et donc on arrivera à passer, mais c'est pas le cas, loin de là de toutes les exploitations. Et en effet, un grand nombre d'entre elles ont déjà commencé à acheter, mais à des cours et à des prix qui sont, comme je l'ai dit, totalement exorbitants. Par exemple, ceux qui achètent de la céréale ou du tourteau pour l'alimentation des animaux, c'est entre 400 et 600 € la tonne. Bon, et c'est 2-3 fois le prix habituel, etc. Alors, quand ça se rajoute aux charges que j'ai déjà évoquées tout à l'heure, c'est quand même très compliqué.
Eh ben, en tout cas, restez avec nous, nos invités, 0826 300 300, vous voulez commenter cette actualité, absolument. Vous êtes agriculteur, vous habitez non loin d'agriculteurs, vous connaissez le quotidien justement de toutes ces personnes qui aujourd'hui se battent face aux aléas climatiques, face à la hausse des prix, face à cette société qui évolue et pas forcément dans le bon sens. 0826 300 300 vous attend au standard, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Responsable et la responsabilité de cette agriculture en souffrance sous le poids accru des aléas climatiques, des charges qui augmentent. Avec François Labbé qui est avec nous, président du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, Olivier Morin, président de l'IGP Agneau de Lozère et éleveur de brebis, et puis Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales et producteur de céréales dans le Loir-et-Cher. Alors les coûts explosent, on a parlé des engrais, qu'est-ce que ça impute sur le prix de vente des céréales, de la vigne ou de l'agneau? On va recommencer avec vous, François Labbé. Vous êtes impacté par ça, l'augmentation du gasoil, pour faire tourner du gasoil non routier évidemment, pour faire tourner vos vendangeuses, des engrais, vous en utilisez beaucoup pour la vigne. Est-ce que ça augmente considérablement vos charges à vous aussi? Alors, chez nous, les vendangeuses, elles ont deux jambes, plutôt d'accord, vous ne faites pas à la vendangeuse... Voilà. On n'utilise pas de machine à vendanger. Non, ou très très peu. Non, mais... On vous entend pas bien, François Labbé. Allô, François, vous êtes avec nous? François, on vous entend pas du tout. On va vous reprendre dans un... Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, je suis là. Ah bah c'est bon, voilà. On vous écoute, là ça remarche. En fait, le problème aujourd'hui, parce que vous dites effectivement que les vendangeuses n'ont pas de jambes, mais ont des jambes, je vous dis, mais justement, votre problème, c'est le problème de la pénurie de saisonniers, pour le coup. Alors, effectivement, ajouter aux hausses du GNR pour les tracteurs, bon, comme tous les agriculteurs, on a d'énormes difficultés à recruter du personnel. Alors, le personnel saisonnier, en l'occurrence, en ce moment, au moment des vendanges, mais également le personnel permanent. Nous avons des postes, des centaines de postes à pourvoir. Oui. Oui, absolument. Et ça, c'est très très compliqué. Qu'est-ce qui n'attire plus François Labbé finalement? Quel est le problème? Est-ce que c'est la charge de travail? Est-ce que c'est les salaires? On le sait. Écoutez, je pense que les salaires en viticulture sont plutôt dans le dessus du panier de tout ce qui se fait en agriculture, oui, en particulier chez nous. Non, on comprend pas. Nous avons 2 lycées viticoles, un à Beaune, un à Mâcon, qui propose des formations de tractoristes avec des simulateurs, des formations diplômantes, des formations qui offrent un débouché à 100% à la sortie. Il y a 10% de candidats. Ah oui. Bon, c'est difficilement compréhensible. Alors peut-être le fait est aussi que nous sommes dans un grand bassin d'emploi nord-sud, Dijon, Beaune, Chalon-sur-Saône, etc., où on est quasiment en plein emploi et où les gens ont du choix parmi les jobs qu'on peut leur proposer. C'est peut-être ça aussi. Jean-François Loiseau, vous avez des problèmes de recrutement, vous aussi, et un problème d'explosion des coûts, et qui vont faire monter, par exemple, pour les céréales, le prix de la baguette ou du paquet de pâtes, Alors, les sujets de recrutement directement dans l'activité céréalière, il n'y en a pas au niveau de la production agricole parce qu'elle est quand même assez mécanisée. Et finalement, Dieu merci, parce que du temps de mes parents ou de mes grands-parents, passer des jours entiers dans les champs à couper de l'herbe ou à couper des gerbes de blé, c'était quand même pas extraordinaire. Le sujet du recrutement, il est sur toute la chaîne alimentaire. C'est très compliqué aujourd'hui et c'est dommage de trouver des jeunes dans les métiers de la collecte, de la meunerie, dans les métiers de l'alimentation pour les animaux, dans les métiers de l'extraction pour faire de la protéine végétale, parce qu'on a du mal à raconter une belle histoire. Le végétal, c'est quelque chose d'assez simple, c'est la respiration d'une plante qui capte du carbone, qui rejette de l'oxygène. C'est très aujourd'hui carbone vert. Eh bien, c'est
dans ce domaine que nous devrions et nous devons recruter des jeunes. Et à ce jour, l'histoire agricole n'est pas suffisamment attirante. Sur l'explosion des charges, l'explosion, elle a lieu depuis 1 an et demi. Il faut quand même bien voir que je vais revenir en avril 21 parce que tout commence en avril 21. En avril 21, le coût de production d'une tonne de blé, il est de l'ordre de 200 € la tonne, quand le prix payé à l'agriculteur est autour de 180 €. Ah oui. Ce qui fait que vous avez en avril 21 des situations déficitaires dans les zones, on va dire, où il y a le moins de potentiel. Entre avril 21 et décembre, le prix monte à 250 € parce qu'il y a l'année dernière, pendant l'été, de la chaleur aux États-Unis et au Canada. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un peu de pluie en Europe et il y a une récolte hétérogène. Et à partir du mois de février, le prix il passe de 250 à 400 € la tonne, ce qui est très élevé au mois d'août. Et aujourd'hui, à cause de la guerre en Ukraine. À cause de la guerre en Ukraine. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il redescend à 300 € la tonne. Hein, on n'est pas à 5 € près. 300 €, on pourrait dire c'est génial par rapport à avril 21. En gros, on a multiplié par 1,5, 180-300, à peu près 1,5. Mais en même temps, et vous me demandiez précisément, le prix des engrais a lui été multiplié par 3-4. Ce qui fait que, à ce jour, à 300 € la tonne pour un producteur de blé, les coûts de production sont, je dirais, neutralisés. Ah oui. C'est vrai. Non, mais il faut voir les choses vraiment telles qu'elles sont. C'est-à-dire qu'il y a 1 mois et demi, l'agriculteur était grand gagnant, mais il était en train de moissonner. Il ne vendait rien. Il y en a eu un petit peu de vendus. Il ne faut pas dire que les agriculteurs n'en ont pas profité. Certains en ont profité un petit peu. Mais à ce jour, il y a de la tension qui revient. Et ça, j'aime pas trop dire ça parce que ça fait un peu négatif. Mais il y a quand même des facteurs liés au carburant, liés à l'énergie. On parle beaucoup des hausses du plastique et tout. Alors, il ne faut pas non plus s'enterrer et dire que tout va mal aller. Il y a aujourd'hui un travail à faire de compétitivité, de simplification de la réglementation. Il y a un travail à faire autour du carbone. Et puis moi, je regrette, il y a vraiment un travail à faire de production. On parle de souveraineté alimentaire. Oui. Moi, je suis agriculteur et en même temps, j'ai la chance et l'honneur de représenter toute une filière. Eh bien, il faut que la France, au même titre que pour la défense nationale ou l'énergie, eh bien, ait une vraie politique de souveraineté alimentaire. On se rend compte qu'on dépend énormément de l'Ukraine pour certaines denrées. Les engrais. Certains intrants, pour des plastiques, même de l'économie d'une manière générale. Moi, je crois que notre pays, et peut-être que vous voulez l'aborder, on va l'aborder dans quelques instants. On a beaucoup parlé d'eau depuis 2 mois. C'est scandaleux la façon dont on parle de l'eau aujourd'hui. L'eau, c'est un bien commun qui doit être nécessaire à la souveraineté alimentaire. Sans eau, il n'y a pas de plantes. Sans eau, il n'y a pas de légumes, il n'y a pas de foin. Sans eau, il n'y a pas de vigne. Sans eau, il n'y a pas de blé, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie, tout simplement. On est composé de 80% d'eau, je crois, nous les humains. Alors en plus, quand on boit du vin, n'est-ce pas, monsieur le Bourguignon, quand on boit du vin, finalement, le vin, il y a 87%, c'est de l'eau végétale. Bon, voilà. Eh bien, l'eau, ça devrait être entrepris en schéma directeur un peu de politique publique pour qu'on en fasse un facteur économique. Vous savez, dans tous les départements français, il y a de la valorisation des produits végétaux, quels qu'ils soient, et il y a de l'emploi, il y a de l'investissement, il y a des taxes. Et donc, plutôt que de fustiger les producteurs de maïs et de saccager des biens privés. On en parlera dans quelques instants. On va en parler, Jean-François Loiseau. Restez avec nous, Olivier Morin, et restez avec nous, François Labey. On revient dans un instant. C'est les VV responsables et on revient tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. 19h19, merci de votre fidélité. Les vraies voix responsables avec nos invités. Olivier Morin, d'après l'Organisation des Nations Unies, les humains devraient passer de 7,7 milliards à 9,7 milliards d'ici l'horizon 2050. Quand on parle de souveraineté alimentaire, je crois qu'il y a urgence. Oui, il y a urgence, ça a été un peu évoqué juste avant la pause. Par Jean-François Loiseau, oui. Voilà, par Jean-François Loiseau. On voit pas trop. On a du mal à comprendre la stratégie à la fois nationale et européenne sur le sujet. Et c'est inquiétant. On pensait que la crise Covid et là la guerre sur l'est de l'Europe nous ait réveillé nos dirigeants et nos gouvernants, mais
Franchement, on le sent pas. On sent pas une vraie stratégie agricole au niveau national ou européen. On sent pas l'envie de restaurer cette souveraineté alimentaire qui est indispensable. On a perdu l'industrie, on est en passe de perdre notre production d'énergie. Enfin, on le voit, on nous fait des annonces déjà pour nous préparer à la disette cet hiver. Mais où allons-nous? Il y a aujourd'hui 350 000 exploitations agricoles environ en France. Il y en avait 450 000 il y a 10 ans. Bon, on en a perdu 100 000. Voilà, au niveau de l'élevage ovin en particulier, on avait encore 6 millions à peu près de brebis en France entre les viandes et les laitières en 98. On en a grosso modo aujourd'hui 5,5 millions, donc 2 millions de perdus, etc. etc. On voit qu'on rend les agriculteurs responsables de tous les maux, dans les médias, etc., responsables au niveau de l'abattage et de la souffrance animale, responsables du réchauffement climatique, enfin, des choses de la viande tout court même. Ah oui, même la viande, oui. Ben voilà, oui, mais tout ça, mais si vous voulez, tout ça, ça aide pas non plus. Vous parliez tout à l'heure de la main-d'œuvre ou de l'installation. Comment voulez-vous que des jeunes, aujourd'hui, dans la société en 2022, où la plupart des Français sont aux 35 heures, ont passé 2 mois à la plage ou en montagne, comment voulez-vous que des jeunes se lancent dans l'élevage, en particulier, où on bosse 365 jours sur 365, moi, mes brebis, il faut s'en occuper tous les jours. Hein. Si c'est pas moi, c'est mes collègues associés, mais quoi qu'il arrive, il faut s'y tenir. Avec des revenus derrière qui ne sont pas évidemment à la hauteur, si on fait le ratio par rapport au SMIC. Et très aléatoire. Très aléatoire. De tous les mots, ça fait quand même beaucoup, vous comprenez? Pendant que je vous ai, Olivier Morin, vous subissez aussi forcément, parce que la protection des animaux, vous en parlez, mais des attaques de loups. Ben là aussi, voilà, c'est un autre phénomène qui fait qu'on nous attaque. On lâche sur nos montagnes de l'arc alpin depuis plus de 25 ans, sur l'arc pyrénéen pareil depuis plus de 25 ans avec l'ours, et nous sur le Massif central on connaît ça depuis 10 ans. Il y a aujourd'hui 50 départements colonisés par le prédateur, par le loup. 50, on parle plus que des massifs. Hein. Voilà, alors ça c'est une attaque supplémentaire, ça fait très mal, et quand vous êtes économiquement un peu juste comme cette année, quand vous avez des attaques à répétition sur votre troupeau, ce qui a été le cas de très nombreux de mes collègues, notamment ici en Lozère, mais vous vous dites, mais on est fort, on aime nos territoires, hein, on y est né, on est éleveurs de père en fils pour la plupart, on est passionné, on aime nos territoires, on ne lâchera pas, mais parfois, vraiment, c'est difficile, et là, faut pas en rajouter. La protection de l'environnement ou la protection des animaux, je vais juste vous dire une phrase du philosophe Michel Serres qui va résumer ce que je suis en train d'expliquer. Bon, l'écologie me paraît souvent le discours des gens de la ville pour dire, sans le faire, ce que font, sans le dire, les paysans. Bon, voilà. Nous, les paysans, on sait tout ça, on connaît tout ça. La nature, on y vit. Le respect de l'eau, on l'a. Le respect de l'environnement, on l'a. La biodiversité, on la maintient sur nos élevages à coups de fauche, à coups de pâturage. On est sur le secteur de Lozère, reconnu au patrimoine mondial pour l'agropastoralisme. Vous imaginez? Bon, donc on a un savoir-faire, mais il faut simplement arrêter de l'attaquer et au contraire être au chevet de cette agriculture-là, de montagne, mais pas seulement, céréalière, vignerons, etc. La France a vraiment besoin de ces paysans au sens large, vraiment. On est peut-être les derniers à avoir un peu de bon sens. C'est prétentieux de dire ça, mais je crois que voilà, c'est le cas. Mais alors justement, vous parliez de souveraineté alimentaire. On va parler d'un sujet quand même crucial, et après on va échanger avec tous nos invités. Il y a eu un accord de libre-échange, vous qui êtes producteur ovin, donc d'agneaux, de brebis, de moutons, qui a été signé avec la Nouvelle-Zélande. Est-ce que c'est catastrophique pour vous? Eh bien, ça rejoint ce qu'on essaye de dire, c'est qu'on ne voit pas de stratégie justement de souveraineté alimentaire. Alors, certes, certainement, je ne connais pas les tenants, les aboutissants de cet accord et les échanges qu'il y a pu y avoir avec la Nouvelle-Zélande, bon, ça nous dépasse, mais alors certes, peut-être le gouvernement veut-il assurer une consommation de viande bovine en France, puisqu'on est à 40% de viande française consommée. Ah oui, 40% de viande, tout confondu, bovin, ovin, volaille. Je parle en viande bovine. Hein. Ah d'accord, d'accord. Voilà, donc évidemment, peut-être, bon, veulent-ils assurer une partie de la consommation française, mais moi je préférerais qu'on ait une vraie stratégie de développement, qu'on regagne les 2 millions de brebis mères qu'on a perdues en 20 ans, qu'on réinstalle des jeunes sur le massif et en plaine, et on est en capacité de produire de la viande d'agneau, pas de problème, de qualité, avec un respect de l'environnement. Voilà, nous, notre indication géographique protégée par exemple, c'est la race locale historique du secteur, la blanche de Lozère, qui s'appelle blanche du Massif central, elle est là depuis des millénaires. Bon, la nourriture, c'est quoi? Ben, c'est la nourriture qu'on a sur nos terrains, nos prairies de fauche, avec une biodiversité exceptionnelle, une variété de plantes qui fait que de ce fait, elle résiste aussi aux variations climatiques, c'est pas de la monoculture. Bon,
Tout ce savoir-faire, on l'a, mais il faut simplement faire un peu confiance aux paysans de France et arrêter de nous tirer dessus. François Labbé, justement, souveraineté. Alors, souveraineté sur le vin, c'est quand même notre culture, le vin. Et moi, je défends les viticulteurs, vous aussi, les viticulteurs français. Comment ça se passe aujourd'hui pour vous sur les marchés mondiaux? On disait que les viticulteurs français s'étaient fait tailler des croupières dans certains pays, notamment par les vins du Nouveau Monde, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande, Argentine, etc., Afrique du Sud. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous, je crois que la chute de l'euro est une très bonne chose pour vous. Oui, elle est très récente, puisque au mois de mars, il fallait $1,25 faire €. Aujourd'hui, il faut $1. Bon, c'est donc très récent, mais ça va dans le bon sens sur les problèmes de grande exportation. Je rejoins Olivier Morin. Mon collègue de Lozère. Olivier. Quand on parle de bilan carbone, qu'on fait venir des gigots surgelés de Nouvelle-Zélande, je rapproche le problème avec les exportations très importantes de vin de Nouvelle-Zélande en Europe. Bilan carbone très très mauvais. Bon, voilà. Concernant Bourgogne, nous exportons 50% de notre production, ce qui est relativement important. Nous sommes la première région exportatrice en valeur en France, à égalité avec la Champagne, bien que nous soyons une toute petite région, 30 000 hectares seulement. Bon, mais les marchés mondiaux sont pour nous essentiels. Les marchés nord-américains, bien évidemment, et aujourd'hui de plus en plus les marchés asiatiques. Je rappelle que dans la balance commerciale, très fortement déficitaire, 80 milliards. Les vins et spiritueux français, pèsent entre 13 et 15 milliards de façon récurrente. Nous sommes un élément important pour réduire le déficit commercial. Le commerce extérieur. On va justement faire réagir sur les céréales. Jean-François Loiseau, vous avez entendu Olivier Morin, vous avez entendu François Labbé qui parle de souveraineté, même si sur le vin c'est un peu différent. On parlait du traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande pour les ovins. Vous, on a ouvert il y a un peu plus longtemps au Mercosur, c'est-à-dire les pays d'Amérique latine. Quand vous voyez les espaces céréaliers énormes en Argentine ou au Brésil, est-ce que vous, agriculteurs français, vous souffrez? Et parlez-nous de notre souveraineté en céréales, qui est un aliment de base des Occidentaux en général et des Français en particulier. Alors, sur la souveraineté, en commençant par votre deuxième partie, la souveraineté alimentaire, elle est générale, elle doit être générale pour l'agriculture et, comme son nom l'indique, surtout pour l'alimentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que élever des agneaux, produire du vin, élever du vin en Bourgogne, produire des céréales ou tous les secteurs agricoles, fruits et légumes, etc., c'est avant tout mettre en place des modes de production pour une alimentation. C'est pas pour que ça reste dans un coin, dans une maison. Le but, c'est bien l'alimentaire auprès des consommateurs. Ce que nous avons fait quand même en France, et on se reconnaître, et c'était dit un petit peu par Olivier Morin, ce que nous avons fait en France depuis 40-50 ans sur nos différentes cultures et modes de production, et c'est pour ça que la France est un pays génial quand même, c'est qu'on a réussi à hisser la France au premier plan des pays agricoles et agroalimentaires en termes de valeur, ça a été dit à l'instant par M. Labbé, valeur économique y compris à l'international, mais en même temps nous avons fait de notre pays un très grand pays autour de la qualité, de la nutrition, des problèmes sanitaires issus de l'agriculture et de l'alimentation. Alors, il y en a quelques-uns et c'est fort regrettable, mais franchement, il y a eu une élévation du qualitatif. L'espérance de vie, elle augmente grâce à la santé, l'espérance de vie, elle augmente grâce aux conditions de vie, de travail, et aussi grâce à l'alimentaire. Sur les sujets liés autour de l'ouverture, nous sommes dans une activité qui est vraiment une activité complètement ouverte depuis très longtemps. Et moi, je pense que il faut vraiment bien regarder la situation. Les fermes en Argentine, en Australie, au Canada, aux États-Unis et en Russie et en Ukraine, elles sont de plusieurs centaines, plusieurs milliers, quelquefois dans les grands domaines russes, dizaines de milliers. Elles ne sont pas sur les mêmes modes de production que les nôtres.
elles sont souvent des fermes qui sont utilisées pour faire de l'exportation de produits agricoles. En Argentine, on transforme pas beaucoup. En Russie, on transforme quasiment pas. En Australie, quasiment pas. Aux États-Unis, oui, on transforme. Et en Europe, on transforme beaucoup. Et ce qui fait notre valeur, nous, c'est que finalement, nous avons une production nationale. Et moi, j'aime bien dire européenne. Il ne faut pas faire que du franco-franchouillard. Il y a une production française et européenne. Et il y a quand même un tissu d'entreprises alimentaires, des petites entreprises et des très grandes, qui transforment, valorisent et créent de la valeur. Et donc, quand on perd de la compétitivité sur quelques tonnes de blé par rapport à l'Argentine ou par rapport à l'Ukraine, faut dire au passage que si on perd de la compétitivité, c'est parce que le producteur argentin ou le producteur ukrainien sont ce qu'on appelle un peu la variable d'ajustement. Vous savez, on s'en fout un peu du producteur russe ou ukrainien. Hein. Mais par contre, en Europe, c'est un choix qui a été fait il y a 50 ou 60 ans. On a souhaité que les agriculteurs vivent de leur métier. Alors, certains pas assez. Et moi, quand j'entends des collègues éleveurs, on parle beaucoup du lait, de la viande comme l'éleveur au vin. Enfin, franchement, il faut y aller tous les jours. Hein. C'est quand même assez compliqué et c'est pour ça qu'il n'y a pas de suffisante attractivité. Et donc, ça mérite de la part du gouvernement qu'il y ait une protection, qu'on protège l'élevage, qu'on protège des productions agricoles sur notre territoire. Notre pays est magnifique. Il est très beau, grâce à cela aussi. Justement, Marc Fesneau, le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, puisqu'il a voulu l'associer à son titre, dit qu'il faudra cependant faire des choix, s'engager sur d'autres cultures, peut-être plus résistantes à la sécheresse, à l'économie d'eau. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir transformer justement le travail des agriculteurs? C'est du maïs au sorgho, comme disent certains. Mais le sorgho consomme de l'eau aussi. Je crois qu'il faut arrêter de crier à rose sur le maïs. Le sorgho consomme un petit peu moins parce qu'il a moins de ce qu'on appelle de surface végétale. Oui. Mais le maïs, le blé, les fleurs, la vigne, tout le monde, toutes les plantes consomment de l'eau. C'est nécessaire pour la vie de la plante. Par contre, là où le ministre Fesneau a raison, et je pense que quelles que soient nos productions, y compris dans la vigne, dans le vin, y compris dans l'élevage ou dans les céréales, nous devons quand même nous adapter à l'évolution climatique. C'est-à-dire que quand on fait des vendanges 3 semaines avant, ce qui se faisait il y a 30 ans, quand il y a des périodes de sécheresse, comme on a en ce moment sur des pâturages ou dans les céréales, il est évident qu'il faut transformer les modes de production. Et je vais vous prendre un exemple. La génétique, la sélection variétale pour du blé, pour du foin, pour de la vigne, pour du maïs, pour des betteraves, elle doit tenir compte de cette évolution climatique. C'est-à-dire que oui, nous allons améliorer le modèle en consommant de moins en moins de chimie, de moins en moins de carbone fossile, de plus en plus de solutions, moi j'aime bien appeler ça des solutions combinatoires, c'est-à-dire un peu de biologie, d'agronomie, de génétique, et puis en même temps on va s'adapter un peu au changement climatique. Enfin, moi je me refuse à dire tout est foutu parce qu'il fait chaud depuis le mois de mai. Vous savez quoi, vous n'êtes pas Greta Thunbergien alors. Voilà. On va revenir dans un instant, on va essayer de trouver des solutions avec vous, peut-être que vous avez des idées aussi à partager. 0826 300 300, on va avec François Labbé qui est président du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne. Peut-être que on en parlera avec lui, que certaines vignes, de créer certaines vignes qui pourront supporter un peu plus encore la chaleur. Olivier Morin, président de l'IGP Agneau de Lozère, éleveur de brebis, et puis Jean-François Loiseau, président, vous l'avez entendu, d'Intercéréales et producteur de céréales dans le Loir-et-Cher. On vous attend au standard, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, on parle d'agriculture ce soir avec nos invités, François Labbé, président du bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne, Olivier Morin, président de l'IGP Agneau de Lozère et éleveur de brebis, Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales et producteur de céréales dans le Loir-et-Cher. On le disait il y a quelques instants, le ministre de l'Agriculture, monsieur Marc Fesneau, disait qu'il faudrait peut-être faire des choix de cultures différentes pour économiser l'eau ou peut-être des variétés un petit peu plus résistantes à cette sécheresse. Vous, Olivier Morin, qui êtes éleveur, quels sont justement les points de transformation ou d'amélioration qui pourraient faire que le bétail, en tout cas, soit plus résistant à tout ça? Est-ce que c'est possible? Du bétail OGM. Mais est-ce que c'est possible? Ouais, de toute façon, oui, ça va être possible. Je crois que nous, on va faire comme notre race de brebis.
elle a passé, on en recense des traces depuis 2000 ans avant Jésus-Christ, de la blanche de Lozère sur notre secteur. Donc vous imaginez que des changements climatiques, elle en a connu, cette bestiole. Eh bien nous, on va faire pareil, on va s'adapter à ces changements-là. Après, il y a... Bon, on sort d'une année aussi quand même exceptionnelle, hein, c'est-à-dire que les 10 dernières années sur notre secteur de Lozère, certes, il y a peut-être une pluviométrie en baisse, certes un léger réchauffement, mais on continue de passer, de récolter quand même relativement bien. Voilà. Moi, je crois à l'adaptation de l'homme et de l'animal, de toute façon. On n'aura pas le choix. Je voudrais vous poser une question, justement, Olivier Morin. On va faire réagir les deux autres agriculteurs. On a vu ce qu'on dit, année de sécheresse, manque d'eau. Alors, est-ce que vous avez manqué d'eau? Et quand vous voyez des gens qui ont été saccagés des réserves d'eau, comment vous avez réagi? Manque d'eau, oui, en pluviométrie, évidemment. Je suis maire aussi de ma commune, donc évidemment on le ressent sur les captages de tous nos hameaux. On a 2 captages en ce moment où on est un peu limite. Voilà, après, l'eau, oui, c'est déjà une problématique. C'est une problématique. Oui. Ça va être une problématique à l'avenir à gérer, mais il faudra qu'on la gère ensemble et arrêter d'avoir en effet de ce type d'action et puis des mots... d'être caricatural sur le sujet de l'eau comme sur le reste. Bon, la Lozère est le pays des sources. Bon, mon secteur de Lozère, sur le canton de Villefort, c'est le secteur de France où il pleut le plus. On a plus de 2 mètres d'eau par an. Avec un inconvénient, c'est que cette eau, elle tombe, pour le 80%, elle tombe pendant les épisodes sévenols qui vont arriver en octobre, là, octobre et novembre. Bon, donc, ben voilà, il va falloir probablement la stocker, cette eau, mieux la gérer, voilà, mais pas se monter les uns contre les autres. Il y a des améliorations à faire à tous les niveaux, peut-être au niveau de l'élevage, mais aussi au niveau de nos concitoyens, dans nos collectivités, et Dieu seul sait si on en fait, je vous l'assure, mais gardons notre sang-froid. De la même manière, il faut que quand même j'en parle un tout petit peu, on a connu aussi une année difficile au niveau des incendies. Bon, là c'est pareil, évitons les caricatures. On entend de tout là-dessus. La réalité, c'est qu'il faut avoir une gestion apaisée sur ces sujets. Par exemple, ce sont les paysans. Moi, je considère que ce sont les paysans et les éleveurs en particulier, et notamment nous, les éleveurs de brebis, qui contribuons à limiter le risque d'incendie au maximum par le pâturage et par l'écobuage d'hiver. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'écobuage pastoral? Ce sont nous, les paysans, qui prenons nos briquets, qui allons allumer les genêts, la bruyère, les fougères, les ronces, tout l'hiver pour nettoyer les parcelles. Cette année, j'ai fait brûler sur mon exploitation avec mes collègues plus de 100 hectares. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 100 hectares. Bon, eh bien, toute cette végétation qui a été écobuée, dans les règles, avec évidemment des précautions, voilà, qui a été écobuée, ben, c'est autant de surfaces qui n'ont pas brûlé cet été, parce que pâturé derrière, et c'est autant de surfaces sur lesquelles s'appuient les services de secours et les pompiers quand il y a des départs de feu. Tout ça, c'est complètement minoré, mais le maillage territorial, l'activité humaine et pastorale notamment, mais pas que, elle est primordiale dans la lutte contre les incendies, et voilà, donc c'est tout un tas de petites choses qui mis bout à bout. Vous aménagez le territoire. Justement, François Labbé, vous avez manqué d'eau, vous, en Bourgogne, pour le vin, parce que c'est important pour la vigne d'avoir de l'eau. Quand vous avez vu des retenues d'eau qui ont été saccagées, vous avez crié au fou? Pour ça, oui, évidemment. Évidemment, c'est le fait d'écologistes citadins urbains qui ne connaissent rien à la campagne, rien aux problèmes de l'agriculture. En fait, la vigne a la chance, en tant que plante pérenne, d'avoir des racines profondes et la vigne a très peu souffert de la sécheresse. Elle a beaucoup plus souffert des grosses chaleurs et de la morsure du soleil, si vous voulez. Il était d'ailleurs tout à fait frappant, il est encore tout à fait frappant de voir combien les vignes sont vertes d'un joli vert à côté qui débordent et les forêts qui sont verts de gris, parce que là les arbres qui poussent sur des sols très pauvres ont des racines peu profondes, et eux ont beaucoup souffert de la sécheresse. Ce que je veux dire, c'est que la vigne est une plante formidable parce qu'elle s'adapte aux situations extraordinaires. Il n'empêche que nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, au niveau Bourgogne et au niveau national, en recherche permanente d'amélioration. Cela passe par la recherche de porte-greffes, parce que vous savez que les vignes toutes les vignes françaises sont greffées.
porte-greffes plus résistants à la sécheresse. Travaux qui existent depuis des années, mais comme pour tout genre de problème, il faut beaucoup de temps pour aboutir à des résultats satisfaisants. François Labey, pardon de vous couper, est-ce que finalement l'intelligence artificielle peut être capable justement de gérer au mieux l'eau, la qualité des sols, finalement d'arroser exactement ce qu'il faut? Est-ce que ça peut être l'avenir aussi pour les viticulteurs? Alors, nous n'irriguons pas, hein, nous n'utilisons pas d'eau extérieure, simplement celle qui tombe du ciel. Même si c'est potentiellement autorisé, se poserait alors la gestion de la ressource. Et ce serait effectivement très compliqué. Dans les régions méridionales, c'est un peu différent. Dans les régions méridionales, certaines parties du vignoble sont aujourd'hui équipées de goutte à goutte. Alors effectivement, tout ça est piloté par l'intelligence artificielle. Mais non, nous avons la chance d'avoir une plante extraordinaire. Nous avons commencé nos vendanges ce matin et je peux vous assurer que c'est comment vont être le blanc et le rouge millésime 2022 à l'heure de l'apéro? Mettez-nous en haleine, en bouche. C'est encore un peu tôt. Si vous aimez le jus de raisin, ce serait possible. Mais c'est encore un peu tôt. Non, mais les vendanges, c'est comme pour les céréaliers, les moissons, si vous voulez, c'est la conclusion d'une saison formidable. L'apothéose. Bien sûr, ramasser le fruit qu'on a soigné pendant toute l'année, c'est quelque chose de fantastique. Et donc la qualité de ce que nous rentrons est absolument formidable. J'ose dire, je l'ai écrit aussi aujourd'hui, que au niveau de niveau sanitaire, d'ailleurs des raisins parfaits, tant qu'au niveau gustatif, nous avons une vendange parfaite en Bourgogne. Juste un petit mot. L'exportation se porte bien? Oui, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, la Bourgogne exporte 50% de sa production. Et nous avons, comme vous le savez, souffert terriblement l'année dernière d'un gel qui nous a abattus. Dans certains endroits, les pertes ont avoisiné 90%. Nous avons une récolte globale Bourgogne 2021 en baisse de 50%. C'est compliqué pour alimenter des marchés qui sont porteurs et qui sont de plus en plus porteurs. Pourquoi sont-ils porteurs? C'est très simplement parce que les vins sont bons. Si les vins n'étaient pas bons, on n'arriverait pas à les vendre. Oui, c'est ça, je vous confirme. Un mot de la fin, Jean-François Loiseau, justement, allez, 2-3 minutes. Pour vous, les récoltes cette année, alors on parlait de la viticulture, ils ont commencé aujourd'hui. Les récoltes de blé, de maïs sont plutôt pas mal. Alors le maïs, c'est pas encore fait, hein. Alors les récoltes de colza, même si le colza c'est au-delà des céréales, mais ont plutôt été bonnes. Et les récoltes d'orge et de blé ont été dans les terres bien correctes, dans les terres profondes, elles ont été bonnes. Dans les terres superficielles, elles n'ont pas été bonnes. Et les récoltes de tournesol, de soja, de maïs et même de sorgho dans les terres superficielles non arrosées, non irriguées, vont pas être bonnes. Moi, si vous permettez, la vigne, ça a 3 ans, 5 ans, 10 ans, 30 ans, peut-être monsieur 50 ans d'âge. Donc, il y a des racines qui font, j'imagine, 2, 3, 4 mètres, peut-être 10 mètres, j'en sais rien, mais j'imagine. Donc, on va chercher de l'humidité et on résiste mieux au manque d'eau. Dans les céréales, la plante, elle ne vit qu'une année, il faut ressemer tous les ans. Et donc, comme il faut semer tous les ans, les grains qui sont semés au printemps, par exemple, comme certains blés de printemps, certains maïs ou tournesol, ils ont pris de plein fouet le manque d'eau. Donc ça, c'est catastrophique. C'est pour ça que, moi j'y reviens, mais détruire des biens privés de la part de groupes qui sont finalement hostiles à tout, qui sont finalement quasiment hostiles à l'homme, et l'homme pour idéologue, eux est un nuisible. Bon, si l'homme est un nuisible, qu'ils aillent faire autre chose ailleurs. Détruire ses biens privés, c'est scandaleux, et c'est pour ça que ce que nous aimerions proposer de la part de cette filière céréalière
difficulté, c'est de dire, et c'était dit tout à l'heure par le... Voilà. On vous perd, Jean-François Lazo. Non, on vous entend? Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Oui, vite parce qu'on est très en retard déjà. L'eau, c'est un bien commun. L'État, au même titre que pour l'énergie et la défense, en fait un secteur stratégique majeur, parce que sans eau, il n'y aura pas de végétal et il n'y aura pas d'alimentation. Et à l'heure de la souveraineté alimentaire, moi, je pense qu'il faut conduire des projets de construction de très grandes réserves d'eau, parce qu'il pleut finalement. On peut récupérer beaucoup d'eau de façon à avoir une véritable souveraineté alimentaire. Et nonobstant les travaux d'amélioration qu'il faut faire pour utiliser moins de chimie, et vous l'avez dit tout à l'heure, utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser les quantités d'eau, utiliser le minimum d'eau pour les plantes. Vous voyez, Absolument. On peut faire ce travail, c'est merveilleux. Merci à tous les trois. Moi, je rêve, ma chère Cécile, de déguster de l'agneau de notre ami Olivier Morin avec des pâtes faites avec du blé de Jean-François Lazo en buvant du vin de François Labbé. Vous êtes partante? Bah écoutez, on peut peut-être leur proposer. On peut leur proposer. Et là, c'est la souveraineté alimentaire. Merci d'avoir été avec nous, mais on n'est pas tout seul. Hein. Il y a des gens avec nous, il y a d'autres gens. Yvan Cujus, vous êtes là? Oui, je suis là. Ça va, Yvan. En chair et en voix. Voilà. On a hâte. Oui. Les surprises ce soir. Les surprises ce soir. Au menu du Loft Music ce soir, Jocelyne Berroir, la chanteuse emblématique du célèbre groupe Cassav. Elle publie un livre autobiographique qui s'appelle Loin de la mer, L'_MER, où elle parle de son cheminement identitaire et féministe. Rassurez-moi, elle va chanter quand même. Elle va chanter, forcément. Ça va zouker. Elle qui se sent plus antillaise que française. On va ondouler de notre corps. Mais grave qu'on va ondouler. Et Maëva Fischer, qui est une jeune artiste qui est avec nous ce soir, qui publie son 2e album et qui, en dehors d'être chanteuse, est mère de 6 enfants et également médecin radiologue. Ah oui, c'est pas vrai. Alors on va voir comment elle arrive à mener tout ça de front avec elle. C'est fou. C'est parfait. En tout cas, vous êtes bien entouré, j'ai envie de dire. Comme tous les soirs. Vous avez de la chance. Et hier, qu'est-ce que j'ai aimé quand vous êtes arrivés dans le studio? On peut recommencer. Ne nous cherchez pas. Ne nous cherchez pas. On va chanter bientôt. On va chanter tous ensemble. Avec plaisir. En tout cas, mesdemoiselles, vous avez beaucoup de chance parce qu'on aime beaucoup Yvan Cujus, on aime beaucoup le loft. Et voilà. Et bien, on se retrouvera surtout dans une heure. Jacques Pessis, absolument. Les clés d'une vie. Les clés d'une vie, absolument. On vous souhaite une belle soirée. À tout à l'heure, les amours. Merci beaucoup. Et merci à tous de votre fidélité. On se retrouve demain dès 17h avec Les Vraies Voix. Et demain matin, c'est Benjamin Glaise et Patrick Roger pour le grand matin. Passez une belle soirée. Salut.